bonjour. Bonjour. L'ami suisse. Alors, je voudrais parler de deux, trois petites choses là, qui me sont venues en tête. D'abord, par rapport au règne de la quantité, tu sais, Guénon parle souvent du règne de la quantité. Et quand on parle du règne de la quantité, c'est au détriment de celui de la qualité, du règne de la qualité. Mais j'ai envie de dire que c'est Dieu qui a donné le ton. Quand tu vois la diversité de formes, de couleurs, dans la création, le nombre de variétés de fruits, de légumes, de fleurs, d'animaux, et même d'humains, il n'y a pas un individu qui ressemble à un autre, ne serait-ce qu'au niveau de son corps, tu vois un corps qui ressemble à un autre. Donc, et tout cela, en fait, c'est le règne de la quantité, de formes et de couleurs, etc. C'est fou. Et contrairement à la quantité qui est le fait de l'homme, là, celle de Dieu, elle reflète en fait la perfection. Donc, elle reflète la qualité, parce qu'en réalité, oui, la qualité. Tu me parles du nombre d'hommes qu'il y a sur Terre et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est donc qu'il n'y a pas de quantité, et puis il n'y en a pas deux identiques. Donc il s'agit bel et bien d'une qualification différente des uns des autres. En tout cas, tout est beau, harmonieux, intelligent, tout va vers la construction. On voit juste au niveau des cellules, quand on se blesse, c'est branle-bas de combat des cellules, tout va vers la réparation, la cicatrisation. Par contre, dès que l'homme met son grain de sel, on peut marquer dommage, comme tu dis, tu vois. Donc tout ça pour dire que la quantité n'est pas forcément synonyme de quelque chose de négatif. C'est ce qui engendre cette quantité qui est à remettre en question. C'est-à-dire que Guénon, quand il parle de quantité, il parle de quantité dans le sens que l'homme actuel, il entasse un maximum de choses. Il se charge les épaules au lieu de se libérer. Voilà, c'est-à-dire que l'homme, normalement, il doit se retrouver avec aucune de toutes ces contraintes. Et là, c'est comme quelqu'un qui veut aller faire un marathon, puis qui se met 3 sacs de ciment sur le dos, en partir en pensant qu'il sera plus léger. Tu vois. Eh oui. Alors voilà ce qu'il fait là. Oui. En fait, il faut épurer, voilà. Pour aller vers l'essentiel, parce qu'en fait, toute cette quantité d'objets, de pensées, de toutes ces choses superflues, nous détourne de l'objectif. Alors que la multiplicité là, de la création, qui ravit nos yeux, en fait, c'est sur un autre plan que ça se passe. Bien sûr. Bon, bah écoute, tout va bien. Non, mais je voulais pas remettre en question Guénon, attention. Non, mais je dis, c'est là qu'il faut voir où se situent les choses. Il ne faut pas oublier, ce que l'homme a oublié actuellement, c'est que ses racines sont dans le ciel. Voilà. Oui. D'ailleurs, qui est symbolisé merveilleusement bien par un arbre. L'arbre, quand on voit les branches vers le haut, comme ça, ce sont ces véritables racines, elles sont vers le ciel. C'est ça. Alors l'homme, il s'est transformé en esclave, c'est-à-dire que l'esclavage ancien consistait justement à ce genre de posture où un homme il est incapable de se gérer lui-même, puis il lui faut tout un artifice pour arriver à faire semblant de faire quelque chose. Tandis que l'homme libre, il gère lui-même son existence, dans le sens qu'il a donc une connaissance qui est constamment présente de sa raison d'être. Voilà, et il mûrit cette raison d'être-là. Alors, ce que je comprends pas, par contre, contrairement à, tu vois, tu vois, dans le zen, on est pur, on est vraiment dans un endroit, ils font leur méditation dans un endroit complètement épuré. Il n'y a pas beaucoup d'objets, etc. Quand tu vas dans une mosquée, le nombre de motifs qu'il y a qui fait partie de l'architecture, qui est aussi complètement alambiquée, d'une certaine manière. Hein. C'est peut-être un peu vulgaire de dire des choses comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient détourner le regard, même dans une ça ne détourne pas le regard, ces choses-là. Parce que c'est fait à l'échelle, justement... de la création, c'est le reflet de la création. Voilà, tu vois, c'est les personnages qui ont construit ces édifices
se sont référés, ont recherché justement les racines de tout ça dans le ciel de nouveau. Eh oui, Tu vois? d'accord. Tous les métiers recherchés, tu vois, comme on parle de l'architecte, le grand architecte, on parle de toutes ces choses-là. Chaque homme, il cherche toutes ces références dans le ciel. Oui. Alors qu'actuellement, c'est plutôt dans une espèce de quantité de matos lourd, pesant et difficile à traîner, qui cherche ces références. Alors, pour voir ça d'un point de vue humain, tu vois, l'aménagement d'une maison. Il y a des gens qui, à l'intérieur de leur maison, s'encombrent d'énormément de choses, ils mettent des tableaux partout. En fait, ça perturbe, on peut dire. Bon, par rapport des choses, oui. Parce que c'est pas fait avec une certaine harmonie, même si on suit une harmonie qui est l'esthétique moderne, actuelle. Hein. Cette harmonie-là n'a rien à voir avec la véritable harmonie. Non. D'ailleurs, tu vois, les gens sacrifiés, c'est des personnages, par exemple, tous ces gens qui sont, on peut dire, qui ont une richesse, des fortunes gigantesques, tout le monde les admire ou les envie, c'est devenu des références, ces gens-là. Alors qu'en fait, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer à un certain endroit. Dans le sens que comment se libérer de tout ça? Tu veux dire, ils sont perdus au milieu de voilà. Tout un tas de choses qui leur appartiennent. Et ce qui fait un grand homme actuellement, c'est justement la quantité de fric qu'il a, la quantité de maisons, la quantité de voitures. C'est là où, disons, on est... c'est l'esclavage le plus total. Alors qu'un homme véritablement riche, c'est quelqu'un de riche du cœur. Oui, puis il est riche dans le sens qu'il est... Il sait ce qu'il est. Mais est-ce que quelqu'un de riche matériellement ne peut pas avoir cette richesse du cœur? Si, quand même. Si, mais c'était à une certaine époque, il y a eu des gens comme ça. Ils étaient complètement détachés de la richesse en question. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils étaient simplement, on pourrait dire, les gardiens de cette richesse. Tu vois? C'est marrant que l'homme ne se rappelle pas, n'arrive pas à se rappeler assez à quel point tout cela, ce sont des inepties en fait, parce que tu n'emmènes pas ta richesse dans la tombe. Tout le monde le sait. Eh bien on oublie, hein. Comment se fait-il? C'est la lobotomisation, hein. On apprend ça de bonne heure. Les gens qui sont censés gouverner montrent l'exemple, etc. Tu vois? Bon, il y a des gens plus ou moins matérialistes, plus ou moins conformistes. Qui c'est qui voudrait diriger une société si tu enlèves le côté pécunier de tout ça? Tu enlèves à tous ces gens, ces braves gens qui dirigent le monde, tu leur enlèves ceux qui sont en train de gagner à vouloir diriger cette planète. C'est-à-dire l'aspect quantitatif des choses. Il n'y a plus de motivation. Il n'y a plus personne. Comment? C'est la course pour la matière, quoi. Non, je te dis, l'homme, il est réduit à l'esclavage le plus total actuellement. Une matière inerte qui se dégrade. On t'apprend à être esclave au nom de la liberté, en plus, sûrement. On te dit, il faut vous libérer. Voilà, bon. Alors, se libérer, c'est se rendre esclave, actuellement. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut mettre son nez dedans de tout près pour voir ce que ça veut dire, mais c'est ça. Je te dis, un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre, se gérer lui-même. Actuellement, c'est ce qu'on voit. Il vit par procuration. Faut pas me dire que tu vois un chef d'État qui est capable de se gérer lui-même. Oui, ils ont besoin de telle chose, telle autre pour... Il est toujours dans la relativité du moment, en train de chercher à arrondir les fins de mois, c'est tout. En même temps, c'est un véritable château de cartes, tu vois, t'enlèves une carte, tout s'écroule. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est là où le malin est malin. Puis on apprend à l'école tout ça déjà de bonne heure. Hein. C'est le colosse au pied d'argile, tu vois, t'as l'impression que, tu vois, il y a quelque chose, mais en fait, il n'y a rien, c'est du vent. Pour en venir à l'école, il y a un auditeur qui a posé une question concernant l'école Steiner, si ça valait la peine de mettre ses enfants. Ah oui.
effectivement, bon, les C'est le moindre mal. Oui, dans le moindre mal, oui, on peut considérer ça comme ça. À présent, il ne faut pas rêver dans le sens que le programme reste le même que le programme de l'éducation nationale, c'est-à-dire que on apprend à ignorer, comme d'habitude. Et à part ça, disons que c'est relativement coûteux. C'est très coûteux. Et en plus, c'est à double tranchant. Moi, je connaissais quand même une dame en Allemagne qui était psychologue et qui me disait qu'il y a énormément de ces gamins de l'école Steiner qui atterrissaient chez elle parce qu'ils sont complètement inadaptés à la société. Parce qu'on les coucounise, là, tout est adapté, hyper adapté à eux. Du coup, ils sont complètement inadaptés à la société. Ça dépend des écoles à présent, parce qu'effectivement, Steiner n'est pas là, lui, parce que je pense qu'il ferait des sauts, parce que sa manière à lui était quand même un peu autre que celle qui se produit actuellement. Tu veux dire qu'on n'est pas du tout dans l'esprit de Steiner? Non, il y a beaucoup de choses qui passent à côté. Déjà, ce côté coûteux, c'est de nouveau réservé à des gens qui ont des moyens, quoi. À une pseudo-élite, qui a de la thune, quoi. Et oui, c'est ça. Déjà, là... Alors, ça dépend des écoles. Il y a des personnages qui dirigent l'école, qui peuvent être plus ou moins près de l'idéalisme à Steiner. Et puis voilà, quoi. De toute manière, tous les gens qui ont mis le grappin sur toutes ces choses-là, que ce soit même dans la parapharmacie, t'as vu, ils te vendent à des prix, mais alors faramineux, des produits que quand tu les trouves dans la nature, ça coûte rien, quoi. Moi, j'ai connu une école Steiner, dans le sens que mes petits-enfants, ils sont allés pendant une série. C'était déplorable au niveau de l'organisation, de la gérance, de tout ça. Déplorable. Parce que tout le monde veut bien faire. Oui, mais avec des idées encore... New Age. Oui, New Age. Ça se veut très moraliste, ça se veut beaucoup de choses. Voilà, mais je veux dire, c'est... Et il semblerait qu'il y ait aussi eu une infiltration d'extrême droite dans pas mal dans ce mouvement. Oui, c'est possible, mais bon, où est-ce qu'elle n'y est pas? Ouais. Par contre, l'anthroposophie, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Oui, mais ça reste quelque chose de très partiel. Voilà. Oui, sur un certain plan limité. Non, Steiner a été très intéressant dans la pratique de certaines choses, comme dans la biodynamie, comme dans ces choses-là. C'était un personnage à ce niveau-là qui était intéressant. Mais autrement, disons, on ne peut pas le prendre pour un maître spirituel, il faut pas se tromper, quoi. Non. Alors, je voudrais parler d'autre chose maintenant, si tu me le permets. Concernant la féminisation des mots, quand l'Académie française se plie aux exigences du féminisme radical pour, soi-disant, rectifier le contresens linguistique qui a reposé sur une masculinisation systématique des mots. À présent, les noms de métiers, les fonctions, grades ou titres ont changé. On écrit professeur avec un E, alors que la logique voudrait que l'on dise professeuse. Mais bon, ça sonne pas très bien. Alors, moi je trouve que professeuse, au moins, ça a un sens. Tu sais pourquoi? Parce que professeur, c'est quand même dérivé du mot professeur au masculin. Alors que professeuse, c'est dérivé du mot professer, c'est-à-dire enseigner. Donc là, il y a un combat à mener, les féministes. Hein? Voilà. Professeuse, voyons, pas professeur. Décidément, ça leur colle à la peau, l'homme. Même là, leur destin demeure irrémédiablement lié à celui de l'homme. Tu te rends compte? Ouais. Mais qu'elle se rassure, la tendance de la société, c'est de castrer l'homme actuellement. Il y a à présent, est-ce que tu es au courant, de la lingerie masculine. Alors tu vois des petites culottes à dentelle pour hommes, c'est n'importe quoi. Donc le lobby LGBT est en train de nous fabriquer une espèce hybride. On a eu droit à la femme qui a perdu sa féminité avec l'arrivée du pantalon, des pâtes au gaz, de la dégaine camionneur, tu vois. Maintenant,
c'est à l'homme de se travestir. Bon. Pour revenir à la féminisation des mots, on écrit auteur avec E, procureur avec E, ingénieur avec E. Alors, le correcteur orthographique de mon iPhone doit être sexiste parce que quand j'écris ingénieur avec E, il comprend vraiment pas du tout. Donc là, il y a à faire aussi. On dit aviatrice, factrice, compositrice, sapeuse-pompier, caméra woman, au lieu de caméraman. C'est risible. Donc la langue française, en fait, elle a hérité du latin qui a opté pour le masculin. Et il a bien fallu prendre un parti, puisque la langue française n'a que deux genres, féminin et masculin. Ils n'avaient pas encore les idées assez tordues pour nous inventer le transgenre. Remarque, je dis ça, mais en allemand, en fait, il y a le neutre. Par exemple, mademoiselle, on dit das Mädchen, das Fräulein. C'est neutre. On ne sait pas pourquoi, mais bon. En tout cas, en français, le masculin l'a emporté par connaissance de la valeur hiérarchique des choses, plutôt que par machisme. Après, s'il y a eu domination culturelle, sociale et peut-être même symbolique sur la femme, c'est plutôt le fait de la dégénérescence des valeurs de la société qu'autre chose. La misogynie, c'est le fait de la bêtise et de l'ignorance de ce que représente réellement une femme dans une société traditionnelle. La société moderne occidentale, elle ne supporte pas du tout de voir allaiter son enfant, alors que la femme peut exhiber ses seins pour vendre un yaourt, par exemple. Pour la plus grande joie, d'ailleurs, des firmes telles que Gigos et compagnie, de la mafia médicale, qui a aussi bien joué son rôle de désinformation en faisant croire aux vertus des laits de substitution soi-disant maternisés, alors que c'est du lait de vache traficoté. Enfin, c'est une véritable escroquerie. Toutes ces féministes vénérées ont été les pionnières de la libération de la femme et elles ont largement relayé ces propagandes. On a dit dernièrement dans un de nos constats que la femme était le pilier de la famille. C'est exactement ça. Et c'est pour cela que l'on a détruit son rôle, pour détruire la famille. Et comme la famille, c'est la société en modèle réduit, c'est la société tout entière qu'on attaque là. Quelle victoire pour la femme, ce genre de combat bidon, là, de féminisation des mots, alors que ça devrait commencer par l'alignement de son salaire sur celui de l'homme. Non? Et en parlant d'égalité, tu ne penses pas que l'on devrait tous payer en fonction de son salaire? Puisque le mot égalité fait partie de ce démagogique triptyque de liberté, égalité, fraternité. Une contravention de 150 € par exemple pour quelqu'un qui gagne 7000 €, c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Donc là, l'égalité, c'est peanuts. Oui, mais ça, je sais pas qui est encore apte à penser qu'il y a une égalité dans cette société. Là, il faut arrêter le délire. Ah ben, complet. Alors, c'est pas en Norvège qu'ils ont essayé de... Je sais pas si c'est la Norvège ou la Finlande, mais il y a un endroit où les amendes, par exemple, routières sont calculées par rapport au salaire. C'est quand même plus logique, non? Ah ben bien sûr. Tout devrait être comme ça. Les places de cinéma, la nourriture, on devrait payer en fonction de ce que tu as, ce que tu gagnes. Ça serait logique. Puisqu'il y a des occupations qui rapportent plus que d'autres, c'est normal qu'ils payent plus que les autres. Voilà. Donc on comprend ce que ces concepts d'égalité, fraternité, etc. On comprend qui ça arrange en fait. C'est tellement bidon tout ça que je comprends pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on y regarde encore comme quelque chose qui a une certaine valeur. Ben, les gens, ils y croient, hein. Oui, dur comme fer. Dans ce cas-là, je vois pas. On est un pays libre. La liberté d'expression. Je suis Charlie. Je vois pas ce qu'il y a à faire là-dedans, disons. Ah ouais, ça devient compliqué. Hein. Ah ouais. Puis pour en venir à la femme et l'homme, quand on a une moindre petite notion de ce que représentent ces deux personnages, toutes ces considérations-là disparaissent. C'est de la fumée.
c'est sûr. La fumée. Disons qu'on mélange tout. On mélange tout. La bêtise donc de ces hommes phallocrates qui ont une image de la femme complètement dégradée, avec ce qu'est réellement une femme. Oui, puis la femme, elle a d'elle-même une image dégradée, l'homme aussi, ce qui veut dire que faut déjà reprendre les choses par le début. Sans compter sur l'image dégradée des pseudo-religieux qui considèrent que la femme c'est le suppôt de Satan parce que justement elle est à l'origine du péché originel, on va dire. Oui, parce qu'il y a une considération à prendre dans ce domaine-là, c'est que la femme est là effectivement deux attributs, dont le plus grand attribut divin, et puis la meilleure arme du diable. La séduction. La séduction. Ouais. Et puis l'attribut divin qui est la miséricorde. Tu vois, donc bien sûr, elle est porteuse de tout ça. On trouve. On peut dire que la miséricorde c'est sa face divine, alors que la séduction c'est sa face satanique. On peut voir ça comme ça, en tout cas, disons, voilà. Quoi. Et pour l'homme, dirait une féministe, c'est quoi les deux versants? Oui, ce qu'il faut voir, moi, je crois que je t'ai fait parvenir un pamphlet de M. Chion, oui. Qui parle de l'homme et de la femme, de sa... Oui, je l'ai mis sur Shems ad-Din, le nouveau conte que j'ai créé. C'est que si tu veux que je le relise. Non. Ben, si tu as le temps. Mais tu as fait un rajout. Oui. Bon, ben ok, hein. Allons-y. Bon, ben, ça donnera une idée de quoi il s'agit quand on parle d'hommes et de femmes, et non pas de rentrer dans des considérations toujours aussi banales qu'inutiles, quoi. Ouais. Voilà. Alors, ça démarre. C'est au début, c'est moi qui parle, mais après c'est... Je lis pas, je lis le début. Vas-y, commence le début. Bon, au début, dans ce que tu dis, c'est que pour ce qui est de la sempiternelle polémique concernant l'égalité des droits de l'homme et de la femme, voici un petit extrait, puisé dans les stations de la sagesse de Fridtjof Schuh, qui devrait apporter un peu de lumière sur la raison d'être de ces deux personnages. Après avoir bien assimilé ces données, telles qu'on les retrouve dans les sciences traditionnelles, nous verrons s'il reste encore de la place pour étaler toutes les trivialités qui alimentent le conflit. Je commence. La question du théomorphisme humain. Alors, théomorphisme, ça veut dire... L'homme est à l'image de Dieu. L'homme, contrairement à anthropomorphisme. D'accord. Donc, l'homme fait à l'image de Dieu. La question du théomorphisme humain soulève celle de la différence corporelle et mentale des sexes, puisque chacun de ceux-ci est théomorphe tout en se distinguant du sexe opposé. Le corps masculin apparaît comme une révélation de l'esprit. Il marque l'intelligence, la force victorieuse, l'impassibilité, la perfection active. Le corps féminin, lui, est comme une révélation de l'existence. Il révèle la substance ou la totalité, non le centre comme le corps masculin, et marque la beauté, l'innocence émouvante, la fécondité, la perfection passive. L'homme exprime, toujours dans le même cadre du théomorphisme humain qui confère aux deux sexes un même caractère de centre et de totalité, toute question de prédominance mise à part, l'homme exprime donc la connaissance et la femme l'amour. Aussi, le corps masculin est-il plutôt géométrique? Il est l'image somme toute abstraite de la personne divine, tandis que le corps féminin est musical et apparaît comme une expression concrète de notre substance existentielle et in divinis de la béatitude infinie. Le corps féminin est fait de noblesse et de candeur, c'est-à-dire qu'il est noble par son théomorphisme. Sous ce rapport, il n'est point distinct du corps masculin, si ce n'est par le mode, et candide parce qu'il reflète l'innocence existentielle. Sa noblesse, il la manifeste par ses lignes verticales
et son innocente fécondité par ses rondeurs, et il porte ainsi dans sa chair les aspects fondamentaux de la materia prima. L'élévation, la pureté et la miséricorde de la Virtigo Génitrix, la jeunesse éternelle, c'est ça, Virtigo Génitrix, pleine de grâce. La Vierge Marie, La Vierge Marie. entre autres. D'accord. C'est la mère de l'univers. D'accord. La beauté de la femme apparaît à l'homme comme la révélation de la bienheureuse essence dont il est lui-même comme une cristallisation. Sous ce rapport, la féminité transcende l'homme, et c'est ce qui explique le rôle alchimique et la puissance solvante de cette beauté, le choc vibratoire de l'événement esthétique, au plus profond de ce mot, doit véhiculer la liquéfaction du cœur durci, alors que l'émotion passionnelle, quand son côté idolâtre n'est pas neutralisé par une consécration traditionnelle, ne saurait se libérer d'une animalité chaotique et en principe prométhéenne et mortelle. Ceci nous permet de faire remarquer que le corps, au point de vue spirituel, a quelque chose d'une épée à double tranchant. En tant que symbole, le corps masculin marque une victoire de l'esprit sur le chaos et le corps féminin une délivrance de la forme par l'essence. Le premier est comme un signe magique qui subjuguerait les forces aveugles de l'univers, et le second comme une musique céleste qui rendrait à la matière déchue sa transparence paradisiaque, ou qui, pour parler en langage taoïste, ferait fleurir les arbres sous la neige. Voilà. Il va loin, ce chion. Hein. Ben, c'est voilà où il faut aller si on veut comprendre quelque chose. Autrement, il n'y a rien à comprendre. Ouais, là, on place les choses au plus haut degré. C'est-à-dire à leur origine. Quand tu vois la femme, ce qu'elle représente dans cette société, Bon. c'est vraiment un regard très vil qui est porté sur elle. Et elle se prête bien au jeu, la plupart du temps. C'est ça qui est terrible. Bien sûr. Quand tu vois toutes ces femmes qui minaudent, qui sont dans des postures suggestives, lascives, etc., on ne peut pas dire qu'elles ne jouent pas leur rôle, le rôle qu'on attend d'elles actuellement. Bien sûr. Peut-être que ça changerait la donne. C'est par là que ça doit... Ces femmes, ces féministes, c'est là elles doivent attaquer ça. Oui, mais là, tu vois, pour retrouver la position en question dont parle M. Chelon, tu vois la gymnastique. Ben ouais. Bon. D'autant plus que la plupart, elles succombent autant à ce genre de délire. Tu vois, une femme comme Alonso, elle a fait des photos un peu suggestives, etc. Tu vois, dès qu'on lui a proposé, elle a tout de suite, ça l'a fait vibrer, tu vois, parce que pour elle, enfin pour ce genre de... Pour toutes les femmes actuellement, s'exposer comme ça, ça a une valeur en soi. Alors que c'est dégradant, je trouve. Puis on parle des femmes, mais disons que... Moi, j'ai rien contre Alonso, d'ailleurs. L'homme, il est complètement à côté de la plaque par la même occasion. Je veux dire, on voit bien que c'est du délire. Ouais. On est dans le délire qu'il faut trouver encore une note là au milieu. C'est compliqué. D'autant plus que moi, je parlais d'Isabelle Alonso. Je l'ai rencontrée au Festival d'Avignon l'été dernier. C'est une femme très sympathique. Hein. Bien sûr. Mais vraiment. Donc son côté chienne de garde là qu'elle montre, c'est un jeu, parce que quand tu rencontres le personnage dans la réalité, elle est super sympa et douce, et je sais pas, je comprends pas le délire quoi. C'est comme ça. Ouais. Pour en venir aux questions... C'est à la mode d'être féministe. Oui, c'est ça en fait. De cette manière-là. Voilà. Pour en venir aux questions d'auditeurs, on m'a demandé aussi, donc pour la même occasion, si c'était pas dangereux en quelque sorte de mettre la photo de ses enfants sur Facebook et toutes ces choses-là. Si. C'est bien sûr. Bien sûr que c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens, il y a tout un réseau qui répertorie et qui font la chasse aux enfants. Et c'est, comment dire, une banque de données extraordinaire pour eux. Et après, ils peuvent savoir où habitent les gens, repérer et faire leur kidnapping. Donc ça, c'est clair et net. Hein. Bien sûr. C'est pas du délire, attention. Et puis déjà, rien qu'au premier degré de ces choses-là,
C'est-à-dire, moi, je me souviens quand je suis allé en Afrique, il y a de cela 45 ans, je ne me rappelle plus. Ouais, un peu plus même. J'étais arrivé là-bas, j'avais un appareil photo. Les gens me regardaient souvent, ils partaient en courant. Oui. Bah, les Indiens, eux, ils disent qu'on leur vole leur âme. Oui, puis dans la magie, on utilise les photos. Tu vois? Eh bien oui. Et il y a encore à distance, on peut, avec une photographie, interférer sur l'énergétique de la personne. Bien sûr, il y a d'ailleurs des exorcistes qui travaillent avec des photos aussi. Mais bien sûr. Donc c'est clair que c'est pas du tout conseillé tout ça. Disons que la photo, c'est pas anodin, voilà. Pas du tout, mais c'est pas pour rien que c'est interdit dans l'islam. Déjà, ça a un rayonnement. Quand je vois, il y a des gens qui ont leur appartement truffé de photos, mais d'1 mètre de haut, de posters de leurs enfants, d'eux, en famille et tout. Mais moi, j'ai l'impression, c'est intrusif. À part ça, on m'a encore posé une autre question. Comme je disais que petit, j'avais la photo du martyr au-dessus de ma tête. Est-ce que c'était jouable de remettre des photos de cet ordre et de plusieurs personnages qui peuvent faire partie de traditions différentes? Dans les tariqas, ils mettent souvent la photo de leur maître. Ouais. Alors, on pourrait considérer que dans une tariqa où la photographie est interdite, pourquoi mettre la photo du maître en effigie comme ça sur un mur? Non, mais ça n'a pas d'incidence? Non, pour moi, je vois pas d'incidence là. Négative. Si on veut pousser le bouchon, il faut pas. Oui, mais c'est paradoxal. Comment le visage et la photo d'un maître, il n'a pas le même rayonnement qu'un Pékin lambda. Il y a des tas de choses qui se sont neutralisées. Les posters de Madonna qui tapissent les chambres des ados. Ouh là là. Ouais. Imagine un peu le rayonnement que ça met là, ça donne. Puis un saint, il est hors des contraintes, on pourrait dire, de l'aspect existentiel de la tradition, dans le sens qu'il vit selon la tradition dans laquelle il est, mais lui-même, il représente le centre. Et ce centre, c'est le centre de toutes les traditions. Donc on peut considérer sa photo comme un support méditatif. Bien sûr. Contrairement à une photo d'un personnage, des idoles actuelles. Ouais. Qui sont aussi des supports, mais plutôt sataniques, de contre-tradition, tu vois. Tu mets Marilyn Manson sur ton mur, ben bonjour. Ouais. Tu vois ce que tu mets dans ta maison. Hein. C'est sûr. Même si lui, c'est le jouet de quelque chose de supérieur et qu'il n'est que la victime, ok, mais en attendant, il est quand même le vecteur de quelque chose de très violent, quoi. Et on va aussi demander, c'est-à-dire s'il y a une répétition sur les histoires de la destinée, si ce qui est inscrit à la naissance, est-ce qu'il s'agit de la naissance, d'une naissance spirituelle, etc. En fait, c'est bien spécifié tout ce que ce corps fera. Voilà. À faire partie. Oui, oui, mais ça risque de repartir bien très souvent. Hein. Ça s'arrête jamais, en fait. C'est ce que ce corps fera. Ouais. Qu'il faut considérer. Voilà. Mais là, en ce moment, tu parles. Donc, c'était écrit. Parce qu'autrement, on se perd dans les rouages. Là. Ce qui veut dire que chaque geste, chaque mouvement, tout ce que tu vas faire se retrouve écrit d'avance. Voilà. La façon, par contre, l'état dans lequel tu seras pour le faire, ça c'est un autre sujet. Bon, ben là, tu parles tranquillement. Donc ça t'appartient. Cette tranquillité, t'aurais pu être speed, t'aurais pu être énervé. Là, t'es tranquille. Donc ça t'appartient. Voilà, oui, plus ou moins ça, mais c'est surtout dans quelle direction tu regardes les choses, de quelle manière. Voilà. D'accord.
Donc ça, oui, c'est pas que ça en fait. C'est pas la manière, c'est aussi ce qui c'est-à-dire c'est la manière anime. dans le sens en question. C'est que soit tu as un regard profane ou un regard sacré, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu regardes le sacré ou le profane, donc c'est un point de vue. Chaque personne, le sacré et profane, c'est à considérer comme un point de vue. Parce que tout est sacré en réalité. Alors pourquoi est-ce qu'on peut regarder les choses du point de vue profane? Oui, parce qu'en fait, même comment dire, un sorcier noir qui fait de la magie noire, hein, actuellement, ceux qui dirigent la planète, c'est des gens tranquilles. Ils peuvent tranquillement transmettre des choses qui sont sordides au plus haut point. Donc la tranquillité, c'est pas un gage de bien, quoi, de choses positives. Hein. La liberté de l'homme, elle va très loin dans le sens que tu pourrais être le détenteur de toute la magie noire de la planète, y compris des environs, tout en étant au service de Dieu. Ça, c'est fou. Voilà. Voilà où jusqu'où va la liberté de l'homme, dans la réalité des choses. Mais il n'est pas libre où il croit, mais il est libre là. C'est le cas de Merlin l'Enchanteur. Voilà, je pensais le fils du diable au service de Dieu. Donc c'est le fils du diable, ouais. Et toute sa connaissance, il la met au service de Dieu. Voilà. Donc lui, il a rompu la chaîne là, de transmission du satanisme avec son père. Là. Même pour dire, tu vois, un peu. On peut. Donc la descendance, il n'y a pas une transmission. C'est pour ça que la transmission par le sang, tu sais, il y a tout un truc là, avec les chiites et les sunnites. Voilà. Donc, oui, j'en viens à ces chiites. Il y en a qui considèrent que la transmission se fait par le sang, d'autres par comment dire, par opposition à quoi? Je sais pas. Par le sang ou par la qualification, hein, voilà, la qualification de la personne. Voilà. Donc, disons que voilà, c'est la démonstration de ce que représente véritablement le libre arbitre de l'homme, donc sa véritable liberté. Ouais. Donc on a là une responsabilité. Bien sûr. Elle est là et pas ailleurs. Ah ben, ailleurs on perd son temps. Quoi. Donc on est peut-être un pion, parce que comment on est télécommandé, hein, c'est notre destin qui nous fait agir ça, mais par rapport à un héritage qu'on a eu, et rien d'autre. Donc quelque part, on a induit ça, mais il y a longtemps, on s'en souvient pas. Mais aujourd'hui, voilà comment ça se manifeste, c'est que voilà, on suit un destin et il n'y a rien qui peut arrêter ça. Mais par contre, on est libre, on a une grande liberté de vivre cette destinée d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Et là, on a une sacrée responsabilité. Parce que c'est ça qui va déterminer, et on le redit encore, la suite. D'ailleurs, ce qui est visible, je parle toujours de Gandhi, c'est qu'il est démonstratif de ça. Le révolutionnaire qui vire un peuple comme l'Angleterre et qui, lui, n'a pas... Il ressemble à rien, j'entends, sur le point de vue d'un Hercule d'un combattant quelconque. Il a viré tout le monde sans leur donner un coup, ni même une mauvaise parole. Ouais. Donc, c'est dire ce qui l'animait, hein. C'était quelque chose de supérieur. Mais il était présent où il fallait être présent, et puis il ne craignait rien. Hein. Alors quand je dis que ça détermine la suite, c'est pas la suite dans cette existence-là, c'est la suite dans l'existence après la mort. Oui, on peut voir ça comme ça, parce que bon, l'âme est éternelle, donc il n'y a pas d'après et d'avant pour elle. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui est concret pour nous, c'est la mort physique du corps. Oui, c'est le corps qui voit ça comme ça. Le psychique et le corps. Et oui. Le psychisme et le corps, évidemment, puisqu'il fait partie d'un instant dans l'éternité. Oui, mais la vision de cette mort physique d'une personne qui t'est chère dans le miroir, même si elle est illusoire, elle a une forme, elle a un aspect illusoire, elle a une certaine réalité quand même. Elle a une réalité, mais c'est une réalité qui fait partie de nouveau du même, pour autant qu'on considère notre corps aussi comme une réalité, etc. Donc on est dans ce genre de réalité.
Mais je vois, par exemple, pour moi, pour mon père, le jour où il est mort, évidemment, que c'est un déchirement. Voilà, il y a eu un déchirement terrible. Mais actuellement, je suis avec mon père en toute intimité. On continue. Voilà. Donc tu es sur un autre plan. C'est sur le plan où il faut, justement, où il faut vivre les choses. Et je pourrais faire un parallèle avec, tu sais, les états que traversent les êtres humains, de tristesse, de nostalgie, tous ces états-là sont des états, en fait, qui sont complètement sur un plan qu'il faudrait virer. Parce qu'en fait, le plan réel, c'est de se voir dans ce qu'ils appellent les New Age, ici et maintenant, dans le moment présent. Et dans le moment présent, tu es là. Oui, c'est pas un présent c'est pas un présent dans le temps, c'est un présent éternel. Un présent éternel. Et en fait, quand tu regardes dans ce moment présent, tout va bien. C'est comme ça. Parce que tout est donné dans la meilleure des perfections. C'est-à-dire, c'est comme ça que les choses étaient vues dans les collectivités traditionnelles anciennes. C'est pour ça que cette tristesse qui t'assaillit, qui te parasite et tout ça, elle est en fait l'empêcheuse de tourner en rond vraiment, et qui t'éloigne de cette raison d'être là. Il y avait souvent plus de tristesse à la naissance qu'à la mort. Eh bien oui, en plus. Maintenant c'est inversé, on se réjouit. On souhaitait la bienvenue à l'être qui venait au monde, avec beaucoup de compassion. De compassion, oui. Et oui, parce qu'on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il va quelle galère il va. Il arrive là, c'est bien qu'il soit. Il vient dans la galère. Tant mieux pour lui qu'il a pu y arriver. Mais il faut savoir que c'est pas pour rigoler, quoi. Alors que au moment du passage vers la mort, on se réjouissait. Voilà, c'est la libération. On parle dans les sociétés traditionnelles, parce que enfin, il est libre, libéré du carcan de cette existence. Voilà. Mais si on considère la tâche vitale comme étant le point numéro 1, évidemment qu'il y a un déchirement, c'est normal. Ouais. Même à la naissance, d'ailleurs, une mère, quand elle n'a plus son enfant dans son ventre, elle a perdu quelque chose. Oui. Mais il y a plusieurs ruptures comme ça. Hein. Bien sûr. Et le sevrage, tu vois, dans l'allaitement, c'est une rupture. Il y a tout un tas de ruptures dans la vie. Et qui sont des réalités aussi. Hein. Bien sûr. Mais par contre, quand tu vois après, quelques années plus tard, 30 ans plus tard, que représentait cette souffrance du sevrage, de la rupture Rien. C'était rien en fait. C'est pas rien sur un plan, mais c'est rien. Dans le sens qu'il faut y prendre pour ce que c'est. De nouveau, quand tu es positionné juste, ces souffrances que tu vis, tu les vis normalement, comme ça doit être vécu. Voilà. C'est pas que tu éclates de rire devant la souffrance, c'est que tu te retrouves, tu te retrouves dans une disposition qui te permet d'ouvrir les yeux beaucoup plus loin, disons. Il faut toujours avoir les yeux tournés du côté du ciel. Voilà. Pas s'appesantir sur soi-même dans ces moments-là, hein, et puis. C'est-à-dire qu'on peut pas ne pas ceci, ne pas cela, mais on peut avoir le souvenir de la valeur que ça a. Après, on peut pas changer. Oui, ça peut aider, disons. Ouais, c'est le souvenir de la valeur de ce que c'est ça, c'est un vrai savoir. Tu comprends? Le restant, c'est du vécu avec toutes les considérations que ça a, c'est-à-dire tout ce que le ressenti, tout les croyances, les fausses croyances. Tout le relatif qui tourne autour. Donc vraiment, aller au plus profond de soi-même pour aller chercher cette vérité, en fait. Puis le plus profond de soi-même, il faut regarder le ciel. Voilà. Mais le ciel, il est à l'intérieur de nous, aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. Bien sûr. La tâche n'est pas facile quand même. Hein? Non, mais c'est pas facile. À un moment donné, c'est facile à comprendre d'une certaine manière. Après, bon, pour le concevoir de manière à le vivre d'une façon continue, c'est sûr que ça demande
un peu de ce qu'il faut dire. C'est un peu toute une gymnastique parce que effectivement la société actuelle n'est pas tirée dans ce sens-là, ce qui veut dire que tu te retrouves tout le temps à l'encontre de tout ce qui se produit, etc. On t'affaiblit dès l'enfance. Au lieu de te renforcer, on te rend faible. Et au bout d'un moment, on arrive quand même à vivre dans cette société tout en restant justement très conscient de tout ça. Moi, je trouve que les gens sont assez désespérés, hein, quand même. Oui. D'ailleurs, c'est qui disait ça? Chiron. Il disait que l'homme moderne, ce qui le caractérise sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le propre de l'homme moderne. Hein. Voilà, mais il y a un effluve de grâce qui se compense de cette détresse. Oui, oui. Mais encore faut-il la voir, la sentir, cette grâce. Ben, il faut surtout ne pas se donner de la peine pour ne pas la sentir. Parce que, en fait, l'homme, il a surtout ça. C'est qu'il utilise beaucoup de force pour éviter de la sentir. Oui. C'est pour ça que les outils qu'on a de faire des méditations, de faire des répétitions de mantras, du dhikr, etc., les prières, tout ça nous aide à ôter ces voiles qui nous empêchent de sentir cette grâce. Ouais. C'est un sacré outil. Hein. Ah, c'est de l'outillage. C'est de l'outillage, oui, tout à fait. Il faut que ça soit donc fait dans des conditions normales. Avec une constance et une régularité. Et que ça est encadré par la tradition en question. Il faut s'atteler à la tâche, vraiment. Oui, bien sûr. Et c'est pas facile. Hein. Parce que dans l'Ouest, c'est les rois de la concentration, de la méditation. Oui, oui. Mais c'est à côté de la question. Vraiment. Bah, ils ne regardent pas dans la bonne direction. Ils regardent à l'opposé. Voilà, c'est normal qu'ils se leurrent. C'est normal qu'à un moment donné, pouf. Oui, c'est pour gonfler l'ego encore un peu plus. Oui, parce que les désillusionnés de ça, ah bah, du coup, ils vont à l'opposé, mais alors en courant après. Et c'est fini, ils reviendront à moins d'une grâce, mais pour revenir en tout cas à l'essentiel, ça sera 2 fois plus dur. C'est-à-dire que tu vois, Dieu et l'homme, alors pour eux, l'homme est Dieu. Ouais, voilà. Alors c'est l'inverse. Ouais. C'est ça le panthéisme. Dieu est l'homme, mais nous, on n'est pas Dieu. Voilà. Le pot est fait d'argile, mais le pot n'est pas de l'argile. N'est pas l'argile. Ouais. Tu vois, et l'argile n'est pas le pot, à partir de là, si on veut. Mais j'entends, le pot, il est fait d'argile. Donc il est le pot. Voilà. Mais le pot n'est pas l'argile. Tu vois, il y a une petite nuance à saisir. Une grande nuance. Oui, mais j'entends dans les mots, il y a un passage, qu'est-ce que tu veux faire? Les mots sont limités. C'est pour ça que quand, je sais plus, c'est Haraj qui disait « Je suis Dieu », quand les dogmatiques ont pris ça au premier degré, et je crois qu'ils l'ont même tué pour avoir dit ça. Lui, quand il disait « Je suis Dieu », c'était sur un plan bien sûr. où il ne s'identifiait pas à Dieu, mais il disait, ce qu'il voulait dire, c'est que je suis cette petite goutte qui a rejoint l'océan. Ouais, c'est ça. Cette petite goutte qui représente l'individualité a rejoint cet océan de félicité qui est Dieu en fait. On peut être Dieu, mais sur ce plan-là. Ouais, c'est Dieu qui est nous, alors à partir de là. Voilà. Et oui. C'est là où ça se situe. C'est vrai que c'est pointu tout ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça demande donc de suivre quelque chose de bien précis. Et de le suivre avec assiduité, puis avec patience surtout. Et sans se décourager, parce que c'est pas, je veux dire, pour en revenir aux allégories, le chemin qui mène à Dieu, c'est un chemin de croix, c'est pas un tapis rouge. Donc c'est la galère, quoi. Oui, puis il y a des clés qui permettent de pénétrer à cœur ces choses-là. C'est comme j'en ai déjà parlé, le mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, c'est quelque chose d'inexprimable. Donc ça sert à rien de chercher à exprimer le mystère, puisqu'il est inexprimable. C'est comme de vouloir montrer quelque chose d'invisible. Ça sert à rien. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir. On peut le voir avec d'autres yeux que les yeux. Voilà, mais on ne peut pas le montrer à quelqu'un comme ça. Ben non.
D'ailleurs, pour dire revenir à ça, il y avait dans, je ne sais plus quel, il y a des choses qui m'échappent dans les temps, il y avait une tribu ou toute une collectivité en Afrique qui vénérait une planète. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Mais pour eux, voilà, ils étaient toujours prosternés devant cette planète. Ils la situaient dans le ciel avec précision, alors qu'elle n'était pas visible. Évidemment, les Occidentaux qui sont allés là-bas, ils ont ricané dans leur coin de toutes ces superstitions, etc. Les Occidentaux, là où ils ont été condescendants. Donc pour eux, mais maintenant c'est eux qui vont chercher les vraies connaissances, que ce soit par exemple médicinales, sur les plantes médicinales, chez ces peuples-là, quoi. Donc, alors disons, ils étaient dans cette position, et il s'est avéré que, je crois que c'est dans les années 30, je sais plus, comme il y a l'outillage des lorgnettes pour regarder le ciel, sont un peu perfectionnés, sont tombés dessus sur la planète. Ah, ils l'ont vu. Ouais. Situé exactement où les gens disaient, avec tout ce qui va autour. Ouais, voilà. Tu vois. C'est pour alors ça. que ça faisait des millénaires qu'ils en étaient à cette phase. Ouais, ouais. C'est pour ça que je lisais un article dernièrement sur les plantes qui ont, semble-t-il, qui éprouvent des émotions. Et donc, il y avait un scientifique qui s'étonnait de ça, le journaliste aussi, etc. Et en fait, mais les peuples anciens, ils savent ça depuis des millénaires. Bien sûr. Donc on est surpris actuellement des découvertes que font les scientifiques actuels. Mais ces découvertes-là, l'homme ancien les connaissait. Ouais. La preuve, quand tu vois ce qui a été construit, des constructions telles que les pyramides, telles que l'homme actuel, il ne saurait pas faire ça sans machine. Ouais. Tout est d'équerre, mais au millimètre près. Maintenant, même avec les machines les plus perfectionnées, il y a des erreurs. Il y a des minimes, mais il y a des erreurs quand même. Eh ben, eux, non. C'est quand même quelque chose. Oh, la science moderne, c'est quelque chose d'archaïque. On peut dire dans le sens péjoratif du terme. D'ailleurs, on met à jour des tas de choses qu'on s'aperçoit qu'il n'aurait pas fallu, ou bien qu'il aurait fallu faire autrement. Etc. Par ignorance. Ouais. Eh ben voilà. Ben écoute, je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Hein. Et je te dis à la prochaine. Ben alors, si on ne se voit pas avant. C'est tendu la perche. À bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.